Bonsoir à tous. Comme vous le savez déjà, hier, nous étions le 8 mars et nous avons célébré la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Pendant longtemps, on a pu entendre parler de la Journée de la femme, ce qui laissait supposer que les 364 autres jours de l'année étaient dédiés aux hommes, alors qu'il s'agit bien sûr d'une journée dédiée à la lutte pour les droits des femmes, acquis au terme d'un combat sans relâche, combat qui est d'ailleurs très loin d'être terminé. Depuis le 1er janvier 2021, donc ces 2 derniers mois, 16 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France. Comme je l'ai lu plus tôt sur les réseaux sociaux, le féminisme n'a jamais tué personne, alors que le machisme, lui, oui. Mais là n'est pas le sujet de mon discours de ce soir. En effet, j'ai assisté à une conférence très intéressante et j'aimerais partager avec vous ce que j'ai appris. Ce discours est donc très largement inspiré de cette conférence intitulée « La féminisation des armées, progrès sociétal ou enjeux opérationnels ». La féminisation des armées est un sujet qui concerne la France, mais pas seulement. Au début des années 2000, les armées françaises comptaient 10% de femmes contre 16% aujourd'hui. La France possède d'ailleurs la 4e armée la plus féminisée au monde après Israël, la Hongrie et les États-Unis. La féminisation des armées ne se fait pas sur base de discrimination positive, mais sur base de volontarisme. Toutefois, la féminisation des armées soulève des interrogations en lien avec les aspects opérationnels propres au monde militaire, qu'il ne faut pas éluder. L'armée est un corps vivant qui évolue en même temps que la société. Elle adapte ses missions à un contexte stratégique en plein bouleversement. Il est donc très intéressant de se pencher sur les femmes et les hommes qui nous défendent et qui sont aussi des citoyens. Dans cette conférence, plusieurs questions ont été abordées. Les femmes changent-elles l'image de l'armée? La féminisation des armées répond-elle à un cadre sociétal en évolution constante ou bien s'agit-il d'un enjeu opérationnel? Dans quel contexte sociologique et historique s'inscrit ce processus de féminisation des armées? Où en est-on de la féminisation des armées en France et dans le monde? La première intervenante, la docteure en sociologie qui étudie la question de la mixité à l'Institut de recherche de l'école militaire, Camille Boutron, nous explique que les femmes ont combattu sur les champs de bataille depuis toujours. En effet, la guerre est un phénomène total qui implique bien plus que le combat. Il s'agit d'un ensemble de systèmes dans lequel les femmes ont toujours joué un rôle. Pourtant, les armées sont très longtemps restées des organisations essentiellement masculines, sans que cela ne soulève d'interrogations ou d'opposition, alors même que des débats sur la place que peuvent tenir les femmes au sein des combats existent depuis la Révolution française. Un groupe de femmes, à l'époque, revendiquait le droit à être conscrite pour devenir citoyenne. Être conscrit, ça signifie, dans le langage militaire, rejoindre les rangs de l'armée quand on est inexpérimenté. La professionnalisation du domaine militaire a joué un rôle majeur dans la féminisation des armées, mais il s'inscrit dans un contexte plus large. Il faut d'abord prendre en compte la féminisation du marché du travail de manière générale, ainsi que l'institutionnalisation du féminisme et l'adoption de lois d'égalité professionnelle hommes-femmes. L'évolution du contexte international, la création d'institutions internationales comme l'ONU ont vu la mobilisation de femmes pour être prises en compte par ces organisations. Par exemple, en l'an 2000, la résolution 1325 du Conseil de sécurité a reconnu l'importance de l'impact des conflits armés sur les femmes et les filles et a garanti la protection et la pleine participation de celles-ci aux accords de paix. Depuis, 9 autres résolutions ont été adoptées par le Conseil et ces 10 résolutions constituent l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ces 10 résolutions constituent un cadre de référence pour les États afin qu'ils puissent mettre en place des politiques, des initiatives et des programmes d'action pour promouvoir une meilleure représentation et participation des femmes dans la résolution des conflits. Les armées sont particulièrement concernées car elles ont une mission de maintien de la paix et de sécurité. Un autre facteur essentiel à prendre en compte, c'est que les conflits évoluent. En effet, notre manière d'aborder les conflits a changé. La frontière entre les combattants et les non-combattants est devenue très floue. Le rôle des femmes dans les conflits est d'ailleurs devenu très apparent.
Par exemple, prenons les très nombreuses jeunes filles et jeunes femmes qui sont parties combattre pour l'État islamique. Où en est la féminisation de l'armée aujourd'hui? Au début des années 2000, comme je vous l'ai dit plus tôt, le taux de femmes dans l'armée française était de 10% contre 16% aujourd'hui. Mais actuellement, ce taux stagne. Il faut toutefois prendre en compte le fait que cette répartition des femmes au sein de l'armée dépend du poste occupé dans l'organisation militaire. Par exemple, dans la très haute hiérarchie militaire, on compte très peu de femmes. Ce problème n'est pas que français ou européen. Par exemple, en Inde, les femmes ont obtenu le droit de devenir officiers dans l'armée indienne, mais le ministre de la Défense indien et l'état-major de l'armée de terre ont fait appel de cette décision devant la Cour suprême. On voit donc que cette féminisation ne plaît pas à tout le monde. La seconde intervenante de la conférence, la directrice adjointe des ressources humaines du ministère des Armées, Madame Nathalie Tourniol-Duclos, aborde la question de la féminisation des armées en termes de fidélisation et de recrutement. Le service militaire national obligatoire en France a pris fin en 1996 et en 1997, toutes les barrières à l'embauche des femmes dans l'armée ont été levées. Le ministère de la Défense français ne souhaite pas se priver de tous les talents qui veulent rejoindre l'armée ou qui pourraient encourager d'autres personnes à la rejoindre. L'intervenant dont je vous parlais nous explique également que, certes, les chiffres stagnent, donc le pourcentage de femmes au sein de l'armée, mais ces taux varient suivant le type d'armée. Dans l'armée de l'air, on compte 23% de femmes, dans l'armée de terre seulement 10%, dans la marine 14%, alors que dans les services de santé de l'armée, on compte 58% de femmes. Pour promouvoir cette féminisation, le ministère de la Défense français mise sur la présence féminine dans les centres de recrutement. Il mise également sur leur présence dans les jurys de concours pour les écoles militaires. Mais ce n'est pas tout de recruter des femmes. Il faut leur donner envie de rester dans l'armée. En moyenne, les femmes officiers restent 12 ans de moins que les hommes dans l'armée et ne peuvent donc pas avoir la même carrière. Des mesures ont été mises en place dans cette optique d'attirer les femmes. Par exemple, les femmes militaires peuvent être dans la réserve de l'armée pendant leur congé maternité. La question du harcèlement sexuel se pose malheureusement, et en particulier dans le cadre de l'armée, où de très nombreuses affaires de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de sexisme ont éclaté au grand jour ces dernières années. Pour y remédier, le ministère de la Défense a créé une cellule spécifique à la lutte contre les harcèlements et les violences sexuelles en 2014, la cellule Thémis. Une question qui revient souvent est celle de l'enjeu opérationnel derrière la féminisation des armées. En effet, on se pose souvent la question de la justification opérationnelle de l'absence de femmes dans certains corps armés. Les femmes auraient moins de force physique que les hommes, moins d'endurance, il serait plus difficile pour elles de tenir le coup dans des conditions très rudes. Par exemple, les forces spéciales ne comptent que 4% de femmes et il y a très peu de femmes pilotes. Depuis peu de temps, on trouve des femmes dans les sous-marins alors qu'elles sont surreprésentées dans certaines fonctions comme dans le domaine médical. La troisième intervenante, la capitaine Marion Buchet, nous livre un témoignage extrêmement intéressant et elle déconstruit certains préjugés. En effet, elle est pilote de chasse dans l'armée de l'air. Elle nous explique que pour exercer sa profession, il n'y a pas besoin d'avoir une force physique surhumaine et donc que cette problématique de la force physique peut être éludée pour beaucoup de spécialités. D'un point de vue historique, les femmes pilotes n'ont certes pas été nombreuses, mais elles ont existé. Par exemple, Elisabeth Boselli fut la première femme pilote de chasse de l'armée de l'air française pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la première femme pilote à avoir été brevetée. Auparavant, d'autres femmes ont été pilotes et ont combattu, mais de manière illégale. Par exemple, Marie Marvin. Pendant la guerre de 14-18, elle veut s'engager dans l'aviation. Il faut savoir qu'elle pilotait déjà de manière récréative. L'armée a refusé qu'elle s'engage. Marie s'est alors déguisée en homme et elle a intégré un bataillon de chasse. Un bataillon de l'armée, pardon.
On constate malheureusement que l'histoire a tendance à renforcer l'idée selon laquelle les femmes ne seraient pas légitimes à intégrer l'armée, alors que les exemples que je viens de vous donner prouvent bien que les femmes ont toujours participé aux conflits armés. De plus, comme dit plus tôt, les conflits ont évolué et on trouve désormais de très nombreux cybercombattants. On dénombre des cyberattaques tous les jours contre des banques, contre des hôpitaux, entre autres. En la matière, l'argument de la nécessité d'une force physique brutale à opposer à ce type d'attaque ne tient absolument plus la route. Aujourd'hui, quelles sont donc les résistances qui persistent vis-à-vis de la féminisation des armées? Existe-t-il des limites structurelles propres aux armées ou bien s'agit-il des mêmes limites que pour le reste de la société? Camille Boutron, notre sociologue, nous explique que c'est un peu les deux. Il existe des limites à l'image du monde professionnel civil, puisque l'armée fait partie de la société et elle en est un reflet, mais il existe également des limites propres au monde militaire. D'une part, il existe les limites qui se posent pour toutes les femmes qui ont une carrière professionnelle, à savoir la gestion de la vie de famille, qui repose malheureusement encore beaucoup trop exclusivement sur les épaules des femmes. Prenons l'exemple d'une femme militaire qui part en mission 4 mois. Son entourage lui demandera très certainement si ce n'est pas trop difficile avec les enfants, etc. Mais aurait-on posé la même question à un homme? En ce sens, la manière d'envisager la séparation de la vie privée et de la vie professionnelle reste le reflet du patriarcat, et les femmes restent en charge de la majorité des tâches familiales et domestiques. Se tourner vers une carrière militaire ne va pas de soi pour une femme, et ce pour différentes raisons. Il existe des espèces de résistance, d'autocensure. Les femmes auront sûrement plus tendance à aller vers des postes ou des spécialités plus adaptées à elles, et à ne pas choisir un poste en rupture avec les schémas traditionnels, à ne pas choisir un métier fait pour un homme. Mais en disant cela, on remet une énième fois la responsabilité sur le dos des femmes. Après tout, elles peuvent faire le métier qu'elles veulent dans l'armée, mais ce sont elles qui ne veulent pas. C'est une forme de culpabilisation. Les femmes militaires n'ont que rarement un modèle féminin auquel s'identifier au sein de l'armée, puisque cela reste un monde d'hommes où les femmes sont admises sous certaines conditions, comme de ne pas mettre en danger certaines valeurs et traditions. De plus, les femmes qui se tournent vers l'armée auront souvent un environnement qui les y aura poussées. Par exemple, 60% des femmes qui sont militaires ont un conjoint militaire, alors que ce n'est absolument pas la même proportion de l'autre côté. Comme évoqué plus tôt, l'armée devient de plus en plus technologique et de nouveaux métiers apparaissent, ce qui pourrait représenter une opportunité pour la féminisation des armées. De plus, avec l'utilisation de ces technologies de pointe, l'armée aura de plus en plus besoin de membres plus qualifiés, mieux formés. L'armée aura donc sûrement de plus en plus besoin d'engager des femmes aussi. À l'avenir, il faudra des cybercombattants, civils ou militaires, et la question de la force physique se posera de moins en moins. Merci.